Une femme radicalisée, en fait, n'est pas si différente que ça d'un homme radicalisé, puisque le vrai grand signal fort de radicalisation, c'est le comportement dit séparatiste. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que toutes ces personnes qu'on a rapatriées, et éventuellement les personnes qu'on rapatriera plus tard, est-ce que l'État français a pris la mesure de la potentielle dangerosité de tous ces gens qu'on ramène sur le territoire français? Il y a probablement une lutte contre l'islamisme en France, moi en 2 ans je ne l'ai pas vue. Louise Eliafi, les autorités françaises ont mis énormément de temps à reconnaître que les femmes pouvaient être des djihadistes comme les autres. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est déjà que les hommes et les femmes ne se radicalisent pas tout à fait dans les mêmes espaces. Les hommes, pendant très longtemps, se sont radicalisés dans l'espace qu'ils dominent le plus, c'est-à-dire l'espace public, c'est-à-dire la rue ou encore par exemple la mosquée, qui sont des lieux beaucoup plus surveillés, a fortiori aujourd'hui. Les femmes, notamment a fortiori dans des localités où il y a une grosse pression communautaire, sont plutôt assignées à résidence. Donc leur radicalisation s'est beaucoup faite, et pendant très longtemps et encore aujourd'hui, dans ce qu'on pourrait appeler la sphère privée, et c'est ce que j'appelle la radicalisation de salon. Or, cette radicalisation qui se fait dans une intimité de femmes entre femmes, forcément les autorités ont eu beaucoup moins de prise sur celle-ci que sur celle des hommes. La seconde raison, c'est une forme de sexisme qui est que, ça c'est un fait assez universel, on a tendance à voir la femme comme incapable d'une quelconque agentivité, c'est-à-dire qu'on la voit comme incapable d'être actrice de son propre monde. Et en matière d'islamisme, ça se traduit comment? Ça se traduit par on perçoit la femme comme incapable d'autonomie dans sa propre radicalisation. Et la dernière raison, selon moi, c'est qu'il y a une forme de condescendance aussi envers ce que j'appellerais la femme orientale, notamment quand celle-ci est musulmane, parce qu'il y a un certain nombre effectivement de femmes radicalisées qui sont issues de l'immigration orientale et ou musulmane. Et cette condescendance-là a tendance à voir cette femme comme uniquement soumise à son homme. L'Occident a-t-il été naïf face à ce phénomène? Alors l'Occident et a fortiori la France a été particulièrement naïf sur ce phénomène jusqu'à l'année 2016, qui est effectivement un peu l'année du djihadisme féminin, avec notamment en septembre 2016 la fameuse tentative heureusement avortée d'attentat aux abords de Notre-Dame par un commando constitué de 4 femmes avec des profils assez différents. Avant 2016, on peut effectivement parler soit de naïveté, soit de totale indifférence envers les femmes. Pourquoi? Parce que jusqu'à 2016, les femmes ne sont pas vues comme des djihadistes ou des islamistes à part entière, elles ne sont vues que comme des femmes d'islamistes, des sœurs d'islamistes ou des filles d'islamistes. À partir de quel moment peut-on dire qu'une femme est radicalisée? Une femme radicalisée, en fait, n'est pas si différente que ça d'un homme radicalisé, puisque le vrai grand signal fort de radicalisation, c'est le comportement dit séparatiste. C'est quoi un comportement séparatiste? C'est un individu qui ne va voir le monde qu'en 2 parties, le nous et le eux. En matière d'islamisme, ça se traduit par les fidèles d'un côté, les mécréants de l'autre. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui a cette vision du monde, on est a priori face à un individu qui a une vision radicale de la religion. Vous nous apprenez également que lorsqu'elles se radicalisent, les femmes deviennent majoritairement plus rigoristes que les hommes. En fait, ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est que la femme est considérée dans l'islamisme comme la gardienne du dogme. Ça veut dire que c'est sur ses épaules à elle que repose la réputation et donc le succès de la communauté et donc de l'idéologie. À partir de là, la femme est non seulement surveillée, mais elle devient surveillante. On a des femmes qui sont surveillées par d'autres femmes, on a des femmes qui surveillent d'autres femmes pour vérifier que ces femmes ne vont pas s'éloigner du droit chemin de l'idéologie islamiste. Les femmes sont plus studieuses que les hommes en général, ça les rend beaucoup plus étudiantes et connaisseuses des textes que les hommes, et donc des dogmes. Dans les couples, c'est très souvent la femme qui a l'initiative de la radicalisation, et on a même un certain nombre d'exemples dans lesquels la femme a décidé de se séparer d'un mari qu'elle ne jugeait pas assez bon musulman. Ça a par exemple été le cas de Souad Merah, la grande sœur de Mohamed Merah. Entre elles, autant dans les grandes agoras numériques qu'à Raqqa, vous racontez un véritable contrôle social. Certaines sont même capables de torture. Effectivement, à Raqqa, il y avait ce système des madafas, qui étaient des maisons de femmes tenues par des femmes. Dans ces maisons sont entassées des femmes, veuves ou célibataires, qui attendent qu'un homme vienne les épouser. Pendant ce temps-là, elles sont maltraitées, elles sont mal nourries, elles sont le plus souvent battues par les femmes qui tiennent ces maisons. Autrement dit, les madafas à Raqqa, c'était l'enfer des femmes par les femmes. À côté de ces madafas, il y avait ce qu'on appelait la Hizba. La Hizba,
C'est en droit islamique le fait d'aller contrôler le comportement pour vérifier si celui-ci est conforme ou pas à la charia. La Hisba à Raqqa, c'était la milice qui venait vérifier la bonne application ou non de la charia à Raqqa. Au sein de cette milice, il y avait une brigade exclusivement constituée de femmes qui étaient là pour aller vérifier le comportement des femmes, notamment dans la rue. C'était des femmes qui étaient armées, qui étaient dans des pick-up, qui se baladaient et qui allaient interpeller de façon extrêmement violente des femmes dont elles considéraient qu'elles ne respectaient pas assez la réglementation islamiste de Raqqa. Il faut quand même savoir qu'on a des femmes qui sont revenues de Raqqa, qui ont vécu l'enfer de Raqqa, et qui aujourd'hui disent qu'elles préféraient encore se faire arrêter par des hommes que par des femmes. Vous avez infiltré sur les réseaux sociaux plusieurs groupes destinés aux femmes musulmanes. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'y passe ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est la facilité, encore aujourd'hui, avec laquelle on accède à certains contenus qui sont extrêmement violents idéologiquement. C'est-à-dire que moi, il m'a suffi de créer un pseudo, de taper 2-3 termes qui sont des notions extrêmement fondamentales dans les différentes mouvances islamistes dans la barre de recherche de Facebook. En 5 minutes, l'algorithme avait fait son travail. J'ai pu accéder à tous les groupes Facebook privés ou publics qui m'intéressaient. Et en à peine 10 minutes, j'étais intégrée en tant que femme musulmane dans des groupes de femmes radicalisées. À partir du moment où j'étais sur ces groupes Facebook, il suffisait de demander un accès à des comptes Telegram ou à des comptes WhatsApp pour pouvoir parler entre guillemets plus en privé. On me l'envoyait et en 5 minutes, j'étais redirigée vers ces groupes-là. Le plus important pour les femmes islamistes, c'est de réussir à capter l'attention de débutantes, c'est-à-dire de femmes qui vraiment soit ne connaissent rien, soit considèrent qu'elles ont une connaissance trop limitée de l'islam. Et par conséquent, ces femmes-là vont les appâter, parfois avec beaucoup de bienveillance au départ, pour finalement être après un peu plus violentes quand elles ne se conforment pas au dogme. À titre d'exemple, moi, pendant mes 2-3 ans de recherche, j'ai reçu en moyenne par jour une 60aine de notifications m'enjoignant soit à prier, soit à faire attention à mon comportement en tant que femme. Le rapatriement de ces femmes et de leurs enfants fait toujours débat. Quel plan faut-il mettre en place selon vous et a-t-on pris la mesure de leur dangerosité ? Qu'on décide que sur un plan moral et juridique, il est légitime de rapatrier nos compatriotes et notamment des enfants qui sont encore aujourd'hui en danger de mort dans des camps en Syrie, c'est tout à fait entendable. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que toutes ces personnes qu'on a rapatriées et éventuellement les personnes qu'on rapatriera plus tard, même si ça n'a pas été décidé, est-ce que l'État français a pris la mesure de la potentielle dangerosité de tous ces gens qu'on ramène sur le territoire français? Et là, la question est encore en suspens. Par exemple, aujourd'hui, on a une petite partie des revenantes qui n'a toujours pas été mise en examen et qui potentiellement ne le sera jamais. Alors même que la chose est systématique chez les hommes, elle ne l'est pas forcément chez les femmes. Il y a également un biais dont il est possible de penser qu'il existe encore, un biais donc de genre, qui existe peut-être encore aujourd'hui en matière d'évaluation de la dangerosité des femmes qui sont en détention provisoire et dont on considère, sans forcément expliquer pourquoi, qu'elles seraient moins dangereuses que les hommes. Il y a une toute dernière chose, c'est que idéologiquement, au mieux, rien n'a changé, au pire, justement, c'est pire qu'avant. Moi, ce que j'ai vu en 2-3 ans de recherche sur les réseaux sociaux, c'est que tous les groupes de discussion de femmes radicalisées auxquels j'avais adhéré, en à peine quelques années, leur nombre a explosé. Donc, il y a probablement une lutte contre l'islamisme en France. Moi, en 2 ans, je ne l'ai pas vue.